à tous et à toutes. Donc, on se retrouve pour la suite de notre vidéo Aloha sur sa prise en main. Nous allons donc continuer en rentrant, donc ce coup-ci, un produit chimique. Donc, on avait choisi notre ville précédemment et maintenant nous allons choisir un produit chimique. Donc, on vient ici, Setup, on vient choisir Chemical. Et ici, donc, sur cette fenêtre, on a toute la liste des produits chimiques qui sont en mémoire dans Aloha et qui sont également en lien avec Cameo Chemicals. Vous voyez, donc il y en a pas mal. On peut également ajouter un produit chimique si on le souhaite. Donc, on appuie sur le petit bouton Add. On lui donne un nom, on lui donne une masse molaire. Et ensuite, à nous de pouvoir trouver toutes les informations physico-chimiques qui vont nous permettre au logiciel de pouvoir calculer. Donc il y a pas mal d'informations à rentrer. Donc si on a le point de fusion, par exemple, effectivement, il faut d'abord rentrer les masses molaires et tout ça. Vous pouvez rentrer votre produit chimique. Toujours dans la partie choix du produit chimique, je vous avais parlé tout à l'heure qu'on pouvait trouver en plus des produits purs quelques solutions. Donc le choix se fait ici, une fois que vous avez cliqué donc, sur Setup Chemicals, on peut cliquer sur Solution. Et là, le choix il est assez réduit puisqu'en fait on a droit qu'à 5 produits. L'ammoniac en solution et quelques acides vraiment classiques où là vous pouvez rentrer la concentration. Voilà, si on a l'acide chlorhydrique à 30%, on le met comme ceci. Voilà, donc on va recontinuer sur notre produit chimique pur qui est un peu plus intéressant en termes de modélisation. Hop, mais pour l'instant, on va faire simple, on va commencer par partir par un produit chimique existant. Donc on va travailler avec notre hydrogène sulfuré, donc, ou H2S. Donc, comme c'est un logiciel anglais, donc c'est hydrogène sulfide. Donc, pour aller directement à hydrogène, on tape H. Et là, hop, on cherche notre hydrogène sulfuré. Hop, je vais passer. Pardon. Hydrogène sulfide. Voilà, il est ici. On appuie sur Select. Et on se rend compte que ce que je vous expliquais dans la première vidéo, cette petite fenêtre blanche est très importante. Il faut regarder ce qui est écrit pour savoir que l'on ait choisi le bon produit chimique. Donc on a ici le nom en anglais. On retrouve le numéro CAS. Voilà, donc le numéro CAS, donc le Chemical Abstract Service, c'est le numéro unique. Ça, c'est intéressant d'avoir ce numéro CAS, comme ça, on est sûr de ne pas se faire avoir avec un synonyme, une mauvaise traduction français-anglais. La masse molaire, bon, ça nous conforte bien qu'on est ici sur de l'H2S avec 34,8 grammes par mol. On retrouve les valeurs toxicologiques de référence. Donc, pour rappel, AEGL 1, 2 ou 3. Donc, ce sont les effets pour la population dite sensible, avec ici des effets réversibles. Niveau 2, effet irréversible. Et niveau 3, effet mortel. Donc, ça, il s'agit de valeurs américaines. On retrouve la valeur de l'IDLH et on a notre LIE et LSE. Donc, LEL en anglais et UEL en anglais. Par contre, c'est exprimé en ppm. Donc, vous rappelez que 1 ppm égale, 1% égale 10 ppm. Donc, du coup, on a bien notre LIO aux alentours de 4% et 44%. On retrouve des valeurs qui sont intéressantes, donc le point d'ébullition à moins 64 degrés et le point de fusion. Donc ça c'est fait, on a bien compris qu'on était sur notre H2S, donc on va pouvoir continuer. Donc on reprend ici Setup, et là on va venir rentrer les conditions météo. Soit vous avez une station connectée qui est compatible au logiciel, sinon vous faites User Input, et là c'est vous-même qui rentrez les valeurs. Donc là, on rentre les valeurs. Donc, on a le choix en différentes unités, des nœuds, des miles par heure ou des mètres secondes. Donc, nous, on est plus familier avec les mètres secondes. Donc, attention à bien convertir si vous avez un vent en km/h, à le basculer en mètres secondes. Donc, pour notre exemple, on a un vent donc, de 5 mètres secondes.
on lui donne une direction, donc ça c'est important de bien choisir la direction parce que quand vous allez exporter la modélisation dans Marplot ou Google Earth, si vous ne mettez pas le bon vent, ben finalement les populations cibles ne seront pas les bonnes. Donc là on peut mettre soit en degrés ou nord, est, nord-est. Donc là on va faire simple, j'ai un vent de nord. Est-ce que ça a été pris donc, au niveau hauteur d'homme, ou alors vous pouvez lui stipuler une hauteur en fonction de votre station météo. Ensuite, ce que je vous expliquais tout à l'heure dans les limites d'Aloha, c'est que Aloha, lui, il considère que la Terre est plate. Donc, on peut juste, en fait, lui donner ce que j'appelle la moquette, donc le groundness. C'est-à-dire qu'on va simuler une épaisseur devant la capacité, donc la dispersion des gaz en fait sera freinée par cette hauteur artificielle que l'on vient rajouter devant. Donc on a déjà des valeurs déjà pré-renseignées pour pouvoir calculer. Donc est-ce qu'on est en espace libre, est-ce qu'on est sur quelque chose de plutôt encombré tel que la ville ou la forêt, ou alors est-ce qu'on est sur de l'eau. Si ça ne nous convient pas, on peut rajouter une hauteur ici d'encombrement. Si on a un doute, on appuie sur LED ici, ça vient vous ouvrir le LED sur Internet qui vient vous expliquer tout ceci en anglais. Alors ensuite, donc nous on va se dire que notre accident se situe en ville. Ensuite, on rentre les conditions météo, donc on rentre par la fenêtre, savoir si on est plutôt ensoleillé ou couvert. Donc pour notre exemple, on va rester sur partiellement couvert, ou alors en plus vous pouvez mettre une valeur entre 0 et 10 et vous avez toujours LED ici qui vous permet de rentrer un petit peu plus en détail sur les valeurs à choisir. Donc on valide. Ensuite, on y rentre la température. Alors là, voilà, attention, autant tout à l'heure dans les options, dans les displays options, on a fait attention de bien se mettre en mesure anglaise. Ça, c'est pour l'affichage des résultats, mais dans les menus, il nous propose également, attention, en Fahrenheit ou en Celsius. Donc quand on va trop vite, on se retrouve avec des températures en Fahrenheit, et là, on n'est pas bon. Donc on bascule ici en Celsius. Donc on va dire qu'il fait 25 degrés. Et d'office, en fait, il nous propose en fait une classe de stabilité par rapport à ce que l'on a rempli tout à l'heure sur la température et entre la température, le vent et savoir comment est-ce que le ciel était couvert. Il nous propose ça. Après, on peut passer au-delà. Donc, il nous fait un petit message d'alerte, mais voilà, on peut choisir la stabilité par rapport aux stabilités en fait de Douri. Donc, on va rester sur ce qu'il nous propose, c'est très bien. Ensuite, on a la possibilité de choisir si on a une inversion thermique ou pas. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous vous rappelez ce qu'est une inversion thermique. Donc une inversion thermique, plus on monte en altitude, plus il fait froid. Plus normalement les gaz en fait partent en altitude. Sauf que lorsqu'on a une inversion thermique, ben là, à une certaine hauteur, bien la température se remet à augmenter. Donc on va se retrouver avec en quelque sorte un chapeau virtuel qui va empêcher les gaz de pouvoir monter en altitude, donc de se diluer. Donc si auprès donc, du service Météo France, on nous donne une altitude à X mètres, il y en a la possibilité de le rentrer ici pour pouvoir calculer ça. Donc on va partir dans notre exemple qu'il n'y a pas d'inversion thermique et on regarde sur notre station météo notre degré d'humidité. Donc là, on va plutôt se mettre voilà, quelque chose de un peu humide, 75%. On valide. Et à chaque fois, dans cette fenêtre, je me répète, mais elle est assez importante, de regarder ce que l'on trouve. Là, c'est tout ce que l'on a saisi. Donc, on fait bien un check qu'on est bien ici en degrés et qu'on n'est pas resté en Fahrenheit. Ensuite, on revient sur notre setup et on vient choisir comment en fait notre fuite se situe. Est-ce que c'est en direct, où là, je vais pouvoir rentrer un débit en kilogrammes par seconde, par exemple? Est-ce qu'on est en flaque? Est-ce qu'on est sur un réservoir? Ou est-ce qu'on est sur un pipe? Donc, on va faire dans l'ordre chronologique. Donc, on est en direct.
Donc là, en direct, c'est assez simple. Donc là, directement, on choisit en fait l'unité de masse ou de volume. Donc nous, les pounds, les cubic feet, les gallons, les tons. Alors attention, ça c'est les tonnes anglaises, ils n'ont pas tout à fait la même correspondance que nos tonnes à nous. Donc on va rester en kilos, c'est pas mal. On choisit également si c'est une source continue ou alors si c'est une source instantanée. Donc sur une source continue, c'est-à-dire que là on est limité à quand même à 60 minutes de fuite. Donc là, on nous met qu'on en a, ça c'est les débits, soit on a calculé à la main, soit l'industriel nous le donne. Supposons qu'on a une fuite en fait de 100 km/min sur une heure. Et on peut également entrer la hauteur sur laquelle se situe cette fuite. Donc là, attention, là on est en pied et on passe en mètres. Donc là pareil, si c'est par une cheminée ou des choses comme ça, ça peut être intéressant. Sur un rejet, sur un évent, des choses comme ça. Et là, derrière, ça va pouvoir nous permettre donc de calculer. Ensuite, on peut avoir aussi une source instantanée. Là, la différence, c'est que mes 100 kg de produits partent en bouffée. C'est typiquement, vous avez une rupture brutale d'une capacité, votre capacité s'ouvre en deux, pouf, vous avez 100 kg d'H2S qui partent dans la nature. La source continue est intéressante lorsqu'on a une fuite qui va durer un petit peu dans le temps, parce que les effets seront moindres. Donc on va dire que l'on a une source continue à 100 kg/min sur une heure à 10 mètres d'eau. Donc là, on vient de voir qu'il y a un petit message d'erreur. Donc qu'est-ce que nous dit la loi? Il nous dit qu'on ne peut choisir une source en hauteur que pour les gaz en fait en simulation de Gaussien, c'est-à-dire pour les gaz neutres avec une densité proche de 1. Vu que notre H2S lui est plus lourd, ben, il nous dit simplement qu'il va appliquer le modèle de calcul gaz lourd au niveau du sol. Donc en fait, en gros, pour cette catégorie-là, retenez que pour les gaz plus lourds que l'air, de rentrer en hauteur, ça ne sert à rien. Donc on valide. Et donc du coup, on va pouvoir continuer. Donc là, on a rentré notre source. Donc on est ici, 100 kg/min à 10 mètres sur une heure de durée. Et on continue ici, on passe sur Display et on fait Treat Zone. Là, ça va donc nous basculer vers la zone de modélisation. Et là, comme l'H2S est un gaz qui combine en fait plusieurs effets, on va pouvoir modéliser la zone toxique, la zone inflammable et également la zone de surpression. Voilà. Et il nous dit que le scénario qui est retenu, c'est un produit inflammable qui s'échappe dans l'atmosphère mais qui n'est pas en feu. Donc on va prendre la zone toxique et on va pouvoir comparer, on va faire les trois scénarios, comme ça on pourra comparer lequel en fait est le plus dimensionnant. Donc lorsqu'on continue, on peut choisir en fait sur quelle valeur on veut faire le périmètre. Donc là, il nous propose l'ensemble des valeurs américaines, AEGL, ERPG, les PAC, les IDLH. Et si on veut mettre par exemple une VSTAF ou autre, ou ce que l'on veut, on met User Specified. Et ici, on choisit la valeur que l'on souhaite mettre. Donc je vais rester simple, on va rester sur notre AEGL3. Et ici, il nous propose aussi savoir dans le sens du vent, savoir si on veut voir en fait les zones en fait latérales que sur les plus grandes zones ou toutes les zones. Vous pouvez faire each zone si vous voulez. Voilà. Donc du coup, voilà ce que peut nous donner ALOA par rapport au scénario que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on a une projection à plus donc de 8 km sur notre rejet sur une heure de 100 kg/min d'H2S. Hop, je bouge un petit peu ça, j'ai oublié de vous parler de ça tout à l'heure. C'est ça, c'est important, c'est-à-dire que sur une heure, là, il faut penser à le regarder sur cette ligne, c'est important. Le total amount released,
on est sur 6000 kg. Donc attention, effectivement, les Américains ils mettent la virgule pour séparer les milliers. Donc en fait, c'est pas 6 kg, c'est 6000 kg. Donc on peut revenir ici sur notre modélisation. Et tant que je suis sur la modélisation, en fait, ça c'est une carte un petit peu interactive. Hop, si je clique dessus, à un point donné, un X et un Y, j'ai la concentration qui m'est présentée à ce point-là. Donc ça, en rouge, donc on est sur la outdoor concentration, donc ça c'est intéressant, donc on voit, hop, elle monte, et après elle installe, et là c'est notre valeur de référence. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on a la valeur de concentration à l'intérieur des habitations, puisque vous vous souvenez que dans les sites data, on avait mis qu'on avait une double vitrage. Donc à ce point-là, on constate que au bout d'une heure, la concentration à l'intérieur des habitations n'atteint pas la valeur de référence à EGL1. Donc c'est-à-dire que la population pourra rester confinée une heure sans danger. Par contre, attention, là, passé une heure, on commence à avoir un rapprochement des deux courbes et il va falloir se poser la question de déconfinement ou pas. Donc ça, vous voyez ici, c'est interactif. Je peux recliquer dans le rouge, voilà. Ou là, dans le rouge, dans l'orange plutôt, j'ai mon EGL1 qui est là et j'ai les valeurs de EGL2 qui sont ici et on voit que au plus près du sinistre, donc à 500 mètres, voilà, donc à pratiquement 500 mètres, je dépasse rapidement, instantanément le EGL1, par contre je ne touche pas le EGL2. Tant qu'on est sur l'analyse donc de la modélisation, on peut aussi faire un treated point. C'est le principe en fait de la bataille navale. Je mets à ponction de ma source dans le sens du vent, un X, un Y pour évaluer éventuellement donc une zone sensible qui a été identifiée, un lotissement, une école, un bouchon sur une rocade ou des choses comme ça. Donc, on va voir les autres types de modélisation. Donc ça, on l'a vu. Donc hop, on peut fermer. On revient dans Display, Treat Zone, et on va voir ce que ça va nous donner en zone donc inflammable par rapport aux vapeurs. Donc là, il nous propose deux valeurs, 60% de la LIE ou 10% de la LIE. Pareil, vous ouvrez ici, vous pouvez faire User Specified, vous mettez ce que vous voulez en ppm en fonction donc de où vous voulez faire votre zone de sécurité, si c'est 20-50% de la LIE. Donc là, on va faire simple, on va garder les valeurs. Et là, on modélise. Donc, on voit que effectivement, le risque d'inflammation, le risque de LIE est relativement proche du sinistre, puisque l'on est à peu près à 80 mètres à peu près. Donc on comprend bien, vous connaissez tous la H2S qui est relativement toxique, puisque l'on passe de 80 mètres sur le risque en fait LIE à on était à plusieurs kilomètres. Donc là c'est pareil, c'est interactif. J'appuie dessus et je vois en fonction donc, de la distance, du temps, quand est-ce que j'atteins ma LIE à l'intérieur des habitations. Hop, on ferme, je reviens dans le display, treat zone, et on peut faire également donc, la surpression. Ah, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne peut pas vaporiser sur une source qui est en hauteur. Voilà. Donc ça c'est pareil tout à l'heure, c'est par rapport à notre histoire de gaz modèle gaussien. Donc ici, on peut choisir donc différentes options, donc savoir quand est-ce qu'a eu lieu l'inflammation par rapport à notre UVCE, soit on sait, soit on ne sait pas. Alors vous pouvez, si vous le savez, vous pouvez mettre en minutes ou en secondes. Donc ça c'est quand, évidemment, dans la vraie vie, on ne sait pas quand est-ce que ça a explosé. Ça peut être utile pour faire des reconstitutions par rapport aux effets. Voilà. Donc si on sait que au début de la fuite, ça a explosé en X minutes après, on peut le mettre là pour estimer la quantité de gaz qui est parti dans l'atmosphère. Donc là, quand on ne sait pas, on ne sait pas.
On peut choisir comment est venue en fait, cette inflammation, soit par une flamme ou une étincelle, ou alors par le régime de détonation. Ensuite, on peut voir le niveau en fait d'encombrement pour modéliser ça. Donc c'est un petit peu comme comment ça s'appelle, la bac donc multi-énergie pour pouvoir calculer les IECE, savoir si c'est encombré ou pas encombré. Plus ce sera encombré, plus effectivement il y aura des effets de suppression de par les mouvements en fait, d'air autour des obstacles qui vont accélérer à certains moments. Donc ça, on choisit si c'est s'il y a beaucoup d'obstacles ou pas. Voilà. Donc il nous demande ici si c'est difficult to walk ou alors si c'est easy to walk. Voilà. Donc on va se dire qu'on est en zone résidentielle. Donc on va dire qu'on est en zone industrielle avec notre H2S. Et alors là, voilà, bon, par contre là, on est typiquement sur des valeurs américaines d'entrée, le PSI, donc ça ne me parle pas trop, mais on peut ici venir remettre nos valeurs de référence françaises, donc on est plutôt en Pascal, donc plutôt en atmosphère, donc on est à 140 millibars. Donc du coup, si je ne me trompe pas, non c'est bon. Là, on peut mettre non et on finit ici sur la zone ici, par exemple avec user spécifié avec du hop, en atmosphère, je mets du 50 millibars. Hop. Voilà, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Tac. Donc là, on a évidemment en surpression, on est plutôt sur le champ de sphérique et on voit qu'on est encore beaucoup plus faible en termes de dimensionnement puisque le blast en fait ne dépasse pas les 30 mètres. Toujours pareil, le cercle interactif, là effectivement c'est tellement près qu'il ne peut même pas modéliser. Donc ça conforte bien notre histoire d'H2S qui, malgré qu'il soit toxique, il est aussi inflammable et explosif, mais la toxicité reste vraiment le risque principal. Ensuite, on a vu ici la source, donc on peut faire une flaque. Donc notre H2S s'est retrouvé donc au sol et il est en train donc de s'évaporer, ou alors on peut également faire le pool fire, c'est une piscine de feu, donc plutôt un feu de nappe. Donc on va rester sur la partie évaporation. Donc il faut bien lui donner les renseignements. Donc là, ça va être le terrain qui va nous donner. Donc on a soit une aire ou un diamètre. Hein. Donc si j'ai une flaque en mètres qui fait 5 mètres, il faut que je lui rentre le volume, la profondeur ou alors la masse de produit qui a été déversé. Donc je vais rester en volume. Hop, ici, on met donc les mètres cubes, hein, supposons que j'ai 10 mètres cubes de produit sur une flaque donc de 5 mètres de diamètre. Ensuite, on vient dire en fait comment est le sol. On ne sait pas ce que c'est, on le met là si on ne sait pas. Soit on dit que c'est du béton, concrete, c'est du sable sec ou du sable mouillé ou de l'eau. Donc on va dire qu'on est plutôt sur quelque chose de béton. On rentre la température de la flaque, à savoir si l'été elle est à 50 degrés hein, sur du goudron ou du béton bien chaud, ou on est plutôt sur l'hiver. Bon, après, ici vous voyez qu'on est sur un point d'ébullition à moins 60, donc ça va jouer un petit peu sur la partie évaporation, mais ça va quand même vaporiser. Donc on va laisser la flaque à la température. Et pareil, est-ce que input initial puddle, voilà, on met la température donc initiale donc de notre flaque. Donc on fait OK. Ah. Oui, il nous dit qu'il ne peut pas
la température de la flaque en fait, ne peut pas excéder la température du boiling point, donc du point d'ébullition. Voilà. Donc il va nous dire en fait que la flaque en fait est à la température du point d'ébullition. Voilà, ce qui est logique. Donc ici toujours pareil dans notre petit résumé, hop, ça c'est intéressant à lire, c'est le max average, voilà, on est à 116 km/min. Voilà, notre évaporation dans ce scénario là sera de 116 km/min et on aura libéré 1666 kg. Et on revient sur notre display treat zone et on retrouve exactement les mêmes options: toxique, inflammable ou alors sur pression. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est ça, c'est toxique, pardon. On va partir sur les toxiques, on retrouve nos AEGL, je refais OK et on retrouve exactement le même mode de diffusion. Hop, donc ça on a vu la partie puddle. Oui, je ne refais pas tout le détail hein, des modélisations parce que ça en fait on le coupe. Hop. Là maintenant on va voir la partie réservoir. Donc là notre H2S est stocké dans un réservoir. Donc on a différentes géométries, un cigare allongé, un cigare vertical ou une sphère. Donc on va prendre celui-ci. On pense à bien se mettre en unité métrique. Alors là c'est intéressant parce qu'effectivement il suffit de connaître juste deux valeurs et le logiciel nous fait la conversion. Donc supposons que j'ai une cuve de 10 mètres cubes qui fait 4 mètres de haut. Elle a un diamètre donc d'1,78. Bon, très bien, donc ça c'est ma cuve dans mon installation industrielle. Ok. Là après il nous dit donc, comment se situe en fait l'état dans le logiciel. Comment se situe en fait le produit dans le réservoir. Est-ce qu'il contient uniquement du gaz? Donc là on n'est pas liquéfié sous pression, donc on a juste du gaz, donc on aura très peu de produit. Ou alors il faut bien faire attention, là vu qu'on est sur un produit qui va être liquéfié sous pression, il faut cliquer qui contient du liquide. Comme ça en fait notre H2S sera stocké à la PVS. Toujours pareil, on choisit la température de stockage. Est-ce qu'il est stocké à température ambiante? Oui. Après ça peut être dans certains process, par exemple on a des cuves qui sont soit refroidies, soit réchauffées. Donc là on va dire qu'il est stocké à 25 degrés. Alors attention, voilà, donc c'est l'histoire de tons. Hop, on se met plutôt en kilos. Là, on rentre en fait notre taux de remplissage. Donc il y a un petit curseur ici, ou alors vous pouvez rentrer ici 50%. Hop, attendez, on se remet bien en mètres cubes. Voilà, c'est mieux. Hop, ici, on va mettre 50%. Et ça nous fait 5 mètres cubes. Rappelez-vous, tout ce qui est liquéfié sous pression, ça ne dépasse pas les 75-80%. Donc on va dire que notre réservoir est plein à 80% max pour garder toujours un ciel gazeux. Sinon, ça va, si on remplit à 100%, ben, ça fait l'accident de l'os alpha caisse et ça va exploser. Ça va exploser en fait par rupture mécanique lorsqu'effectivement le liquide va repasser à l'état gazeux. Donc il nous propose différents scénarios. Donc effectivement, on est sur un réservoir pressurisé d'un liquide inflammable. Alors là, on peut choisir le produit qui ne brûle pas et qui s'échappe dans l'atmosphère, ou alors le produit qui s'échappe et qui brûle avec un jet enflammé, ou alors on peut partir également sur un scénario donc, de blève avec boule de feu. On va partir donc sur une fuite de produits toxiques. On rentre les caractéristiques de la fuite. Est-ce que c'est un trou circulaire ou alors c'est une brèche? Voilà. Donc si c'est un trou, ben on rentre le diamètre. Si c'est plutôt quelque chose de rectangulaire, on rentre la dimension. Donc on va dire qu'on a un trou. On fait attention aux unités. On va plutôt passer là en centimètres. Donc j'ai un trou de 1 cm. Et on a le choix, savoir si on est sur un trou ou alors si la fuite se situe au niveau d'une canalisation ou d'une bride. Donc là, c'est ce qui va là, entre l'un et l'autre, en fait, dans la formule de début fuite, en fait, ce qu'on appelle le coefficient de décharge qui va changer. Donc on va simuler une fuite au niveau donc, de notre bride.
Et ensuite, une fois qu'on a défini la taille de notre fuite, on dit où est-ce qu'elle se situe. Donc là, on peut dire là, on a notre 80% de remplissage, et soit on fait une fuite, par exemple ici, dans la phase liquide, ou alors tout à fait en haut, dans la phase gazeuse. Donc évidemment, si on fait une fuite sur la phase liquide, on aura un débit de fuite beaucoup plus important de par la pression géométrique du liquide dans le réservoir. Donc on va faire une fuite à ce niveau-là, c'est très bien. Et on revient toujours dans notre petit résumé où on a notre réservoir, tout ce qu'on a mis, en fait on le retrouve là, notre réservoir à 80%. Ça c'est intéressant, ça nous donne en fait, si on ne l'a pas, la masse en fait de produit. On a 6 tonnes 290 d'H2S dans notre réservoir. Et on a notre débit de fuite ici, qui est de l'ordre de 96 kg minute. Voilà. Une fois qu'on a terminé ça, soit on s'arrête là parce qu'on veut uniquement calculer un débit de fuite, ou alors on peut faire une modélisation, toujours pareil, trit zone. On retrouve exactement les mêmes choses que je vais voir tout à l'heure, toxique, inflammable ou blast. Toxique, AGL, voilà. C'est pareil que tout à l'heure. Ensuite, vous avez vu comme on avait le choix entre plusieurs scénarios tout à l'heure. Donc on a source, tank. Là on refait OK, OK, OK. Voilà. Et ici on pourra changer de scénario avec le jet enflammé ou le bleu. Donc si on a le jet enflammé par exemple, hop, toujours pareil, ça garde en mémoire tout ce qu'on a mis tout à l'heure. Donc en fait quand on veut faire plusieurs scénarios, c'est quand même assez rapide. Voilà, notre fuite c'est toujours la même. Hop, on revient ici. Et donc on a max burn rate, voilà, donc on est à un débit ici donc hop, de 94 kg minute donc de produit qui brûle. Et on fait display, toujours pareil, trit zone. Là on a des kilowatts par mètre carré, donc c'est pas tout à fait les normes françaises, hein, le 358. Donc on peut les changer, pareil, user specified, vous mettez ce que vous voulez. Donc on va, pour notre exemple, on va regarder celle-là. Et hop, donc ça nous fait le flux thermique qui est modélisé ici. Et dernier point, donc le blève, source, toujours pareil, tank. On refait OK, ça va très vite. Hop. Et voilà, ici on choisit le blève. Le blève, ici, hop, on a fire, là c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a directement la boule de feu qui fait 107 mètres pour une durée de combustion de 8 secondes. Voilà. Et on a toujours nos 6 tonnes dans le produit. Display, trit zone. Là, sur le blève, on ne modélise que les flux thermiques. Je vous l'ai expliqué dans les restrictions, il ne modélise pas les effets missiles. Et là, donc on a les effets d'un blève. Donc sur ce scénario-là, en réservoir, on a toujours le toxique en 1, le blève qui a en termes d'effet, et après la fuite enflammée qui est beaucoup plus faible en termes d'effet. C'est pareil, donc c'est interactif, vous avez les valeurs là où vous cliquez. Donc voilà pour... Ah non, on va nous rester si jamais c'était en pipe. Donc là, en pipe, on a le choix entre la fuite, en fait, pareil, qui brûle ou qui ne brûle pas. Donc si qui ne brûle pas, on aura juste donc une fuite. Donc il faut y donner les dimensions au niveau de notre canalisation. Alors je ne sais pas si c'est une canalisation en centimètres, donc ça nous fait du 8. Allez, supposons que c'est un pipe de 80 mm. La longueur, hop, lui il va calculer ça, donc s'il fait 250 mètres par exemple. Voilà. Est-ce que la canalisation en fait a été coupée par exemple par une vanne et on a uniquement la vidange de la quantité d'H2S produit dans 250 mètres de tuyaux, ou alors closed off, pardon, ça c'est ce que je vais expliquer, donc ça on n'aura que la vidange de 250 mètres de tuyaux dans notre pipe, ou alors
ce pipe est connecté à un réservoir qui va se vider, donc il le considère comme infini. Donc on va dire qu'on n'a que la quantité de produit qui est stockée dans ce réservoir, puisqu'on a une vanne de sécurité qui a fonctionné. Toujours pareil, hop, on a sur la rugosité du pipe, est-ce qu'il est doux ou rugueux, hop, ça joue effectivement à chaque fois sur au niveau de la brèche, en fait, sur le frottement en fait du gaz sur le pipe, ça va réduire en fait le débit. Donc on va dire qu'il est plutôt lisse. Alors, donc là, quelle pression on avait dans le pipe, sachant que notre H2S, il a une pression de vapeur, voilà, de 1780 kPa. Donc, je sais pas, on va essayer, supposons qu'on avait un bar là-dedans. On peut mettre la température et on définit un trou. Donc soit effectivement on part sur la rupture franche guillotine de la canalisation, ou alors on peut lui donner un diamètre. Là il faut donner un diamètre. Donc on va mettre ça paraît 5. Allez, hop. On peut pas. Less than 680 atmosphères. Le message d'erreur qui apparaît, c'est effectivement qu'il faut mettre un minimum de 2 fois la pression atmosphérique pour pouvoir modéliser la fuite au niveau donc, du pipe, et ne pas maximum. Donc on a 680 atmosphères, donc environ 680 bars. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc c'était 2 fois la pression ambiante minimum. Donc là on a toujours notre débit de fuite et on fait display treat zone. Pareil, toxique, flamme à place, on reste sur le toxique, les AEGL, et c'est parti. Donc pour la petite fuite donc de 5 cm², on a des effets donc jusqu'à 600 mètres. Donc du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour des différents types de modélisation que l'on trouve dans Aloha. Ce que je vous propose, donc maintenant je vais vous donner donc des exercices avec des produits chimiques que je vais vous afficher à l'écran, et vous allez vous amuser à faire différents scénarios pour pouvoir vous mettre le logiciel en main. Voilà, bon entraînement à tous.